Bonjour tout le monde. Alors, on a fini Édouard Levé, autoportrait. Merde, je, je vais me faire arnaquer. Je vais me faire arnaquer par une plaquette de chocolat qui était censée être aux noisettes, aux amandes et aux fruits. Et j'appelle ça une arnaque. Merde, j'étais tout content de manger mon petit dessert. Enfin bref. Donc, on a fini Édouard Levé. Et puis, ben, j'ai envie de lire Nous en nous d'Emmanuel Pagano. C'est une fille, donc c'est Emmanuel 2LE. Et alors, je me suis rendu compte, du coup, j'avais pas réfléchi, que c'était aussi chez POL. Donc, ben, je vais vous lire un autre livre de POL. Ben, de toute façon, c'était un grand éditeur. Et puis, il y a plein de choses bien. Bon, il y a des merdes aussi, mais enfin, l'éditeur qui a compté, quoi. Bon, après, si toute cette histoire de confinement dure, je lirai quand même d'autres livres, d'autres maisons d'édition, faut pas déconner. Non, mais là, c'est un deuxième POL. Et comme je vous le disais hier, excusez-moi, je mange mon chocolat où je me suis fait arnaquer parce qu'il n'y a pas assez d'amandes et de fruits confits, mais c'est bon quand même. Par contre, j'aurais pas dû prendre chocolat noir, je préfère chocolat au lait quand il y a des fruits. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, en même temps, il fallait se battre. C'était les dernières tablettes. Donc, Emmanuel Pagano. Puis j'ai réalisé aussi que c'était des auteurs contemporains. Bon, Édouard est mort, mais bon, faut pas déconner. C'est un auteur contemporain. Parce que il y a plein de gens qui lisent. Bon, il y a plein de gens qui lisent pas. C'est une vaste question. Je dis pas ça pour culpabiliser, mais puis il y a plein de gens qui lisent. Ils ont raison. Ils lisent des classiques. Ils lisent voilà quoi, des trucs sûrs. Et lire de la littérature contemporaine, bah, c'est casse-gueule parce que le tri n'a pas été fait, donc y a un océan de merde. C'est normal, comme à chaque époque en fait. C'est pas que les gens écrivaient mieux avant, c'est qu'avant les générations précédentes ont fait leur boulot quoi. Elles ont trié. L'océan de merde des siècles précédents, il a été trié, de plus en plus trié, et du coup on s'est dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils étaient plus forts avant? Non, 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 non. Ça a été tamisé plusieurs fois. D'ailleurs, il y a sans doute des choses très belles qui ont été malheureusement jetées à la baille. Voilà, donc nous, c'est notre boulot là, de lire, de se taper l'océan de merde de notre époque et de trier. Et ça va prendre du temps. Et au 22e siècle, ils vont se dire, oh là là, quand même, au début du 21e siècle, qu'est-ce qu'ils écrivaient bien? Mais parce qu'on leur aura dégagé, pour nos arrière-petits-enfants, beaucoup, beaucoup de la merde. Dans la caillouche leçon. Et moi, si j'étais moi, hein, mais je suis moi, eh ben je garderai nous d'Emmanuel Pagano. Pourquoi? Eh bien, nous allons l'apprendre. Alors d'abord, Emmanuel Pagano, je l'ai rencontré grâce à Gilles Verdiani. Gilles, je te remercie. On a participé tous les deux à une émission de radio du Club Subjectif. C'était passionnant. Et je m'étais fait toute une idée d'Emmanuel Pagano, en fait, à travers ses livres. Bon, j'ai pas vu longtemps, j'ai vu 2 heures, et puis on s'est pas parlé, on parlait tous les deux à la même émission, mais bon, j'ai été en sa présence. Et j'étais un peu surpris, parce que elle m'a semblé extrêmement, comment dire, j'ai ressenti quelque chose comme quelque chose d'un peu dur, en fait. Bon, c'est bizarre d'en parler parce qu'on est friends Facebook, donc coucou Emmanuel, j'imagine qu'à un moment ou à un autre, tu vas m'écouter raconter des conneries sur toi, sur ton compte. Et donc en la lisant, on se rend compte que c'est une âme très extrêmement subtile, très délicate. Et donc je sais pas pourquoi, avec mes conneries de Corse, je m'étais dit elle doit être genre petite fleur bleue. Moi je sais pas, c'est complètement con en fait. Et en fait non, ça n'est qu'une impression, hein, mais c'est quelqu'un de âpre, ça va pas. Mais comme la terre en fait. Vous voyez, la terre c'est pas âpre, je sais pas comment dire.
Très dense, mais bon, ses livres sont très denses. Mais une densité émotionnelle. C'est subtil et dense à la fois. Ça fait plein de compliments là. Hein. On va se calmer. Hein. Mais elle, du coup, l'interaction que j'ai eue avec elle, j'avais l'impression qu'elle était terreuse comme personne. Mais c'est encore un compliment. Hein. Et méfiante. Bon, alors moi, en fait, en face, je me suis lancé dans un grand numéro, quoi. Je voulais absolument, lui plaire, pas lui plaire un homme, une femme, lui plaire, coucou, c'est moi, quoi. Regarde-moi, aime-moi. Et ceux qui me connaissent le savent, j'en ai fait trop, puisque ça pourrait presque être ma bio dans un dictionnaire des noms propres. En fait trop, en a fait trop. Bref, mais ça va, hein. On s'est dit au revoir et tout, on s'est fait la bise. Donc j'ai aucun problème avec la personne, qui somme toute est donc mystérieuse. Eh bien, donc maintenant que je vous ai fait l'historique de mon unique rencontre grâce à Gilles Verdiani avec Emmanuel Pagano, j'ai pas envie de la présenter. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont écrites sur elle ou qu'elle dit d'elle-même, tout ça, etc. Moi, je trouve que ça embrouille tout le monde, ça. Et je pourrais vous parler de son livre, Nous en nous, de présenter son projet, puisqu'elle a parlé de son projet. Et reprendre ses mots. Mais moi, j'ai pas envie, parce que quel serait l'intérêt? Alors, nouons-nous, du verbe nouer. C'est bizarre comme titre, hein. Nouons-nous, c'est en termes musical, c'est pas le bout du monde. Bon, il y a l'assonance du ou, du nous, en fait. C'est une assonance riche, là. On a trois lettres. Quoique, il y a deux sons. Donc, elle n'est ni riche ni pauvre, elle est, on appelle ça, une rime. Il y a la rime pauvre, la rime riche et la rime, quoi, j'ai oublié. Il y en a une entre les deux. Donc, le titre, voilà. Alors, moi, ce livre m'a beaucoup plu. Hein. Ces autres livres sont très bons aussi, mais celui-là m'a plus touché parce que c'était moi, parce que c'était lui. Et puisque je trouve que c'est beau, nous, en fait. Hein? Il y a je, il y a tu, il y a rarement nous. Et puis l'idée du nœud aussi. C'est beau l'idée du nœud. Donc nous, Emmanuel Pagano, déjà j'aime deux choses, le nous, le nœud. Parmi mes psychothérapeutes, j'en ai eu un, Laganien, extraordinaire. Ceux qui le connaissent ici, et il y en a qui m'écoutent, lui font un gros bisou de ma part, parce qu'il y en a qui le connaissent et qui sont en mesure de lui faire un gros bisou. Moi, j'ai jamais osé. Plusieurs fois, j'ai eu envie de lui faire un gros bisou, mais je ne pouvais pas. C'est quand même mon psy, quoi. Et il m'a parlé de la Liebebildung, c'est-à-dire le nœud d'amour dont Freud parle, qui est indénouable, en fait. Et voilà. Quand un amour comme ça a du mal à partir. Bon, voilà. Après, on a parlé du nœud gordien, qui est en fait le seul moyen de se libérer du Liebebildung, en fait. C'est pas Liebebildung, Bildung, c'est image. Ça veut dire nœud d'amour, enfin c'est un truc de psychanalyste, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc le nœud, l'idée de nœud, ça me fait penser à ça. Voilà. Il y a une petite connotation sexuelle aussi, mais très faible par rapport à tout le reste. Donc, on va attaquer. Vous vous dites, mais putain, mais quand est-ce qu'il va attaquer? Et là, il me gonfle déjà depuis quoi? Depuis 10 minutes, je sais pas, j'ai pas l'horaire. Et on va attaquer comme ça, et puis vous allez devoir un peu deviner. C'est par fragments. Il y a de petites étoiles. Il y a de petites étoiles de temps en temps. Et donc, comme je le disais en finissant le livre d'Édouard Levé, c'est aussi une littérature fragmentaire. Bon, ça veut rien dire, mais enfin, si, en même temps, si.
Alors après le chocolat, on va s'allumer une petite cigarette. Je sais, il faut que j'arrête de fumer. Je sais qu'il faut que je fasse plein de choses. Hein? Ça va pas vous tuer. C'est moi que ça va tuer. Alors, on reste calme et on écoute. Au réveil, j'entends des petites bêtes marcher sur un morceau de tissu invisible, tendu tout près de mon oreille, tendu entre lui et moi. Entre lui et moi, juste la place d'un tissu tendu comme du papier. J'ouvre les yeux. Il fait presque jour, il gratte sa barbe naissante. Les bruits minuscules s'arrêtent lorsqu'il me sourit. Sa main quitte sa joue pour venir sur la mienne. Allez, je vais vous aider parce que sinon ça va vous gâcher un peu le plaisir. Ce sont des instants, en fait. Des instants d'amour qu'elle a collectés. En tout cas, moi, on m'a vendu le livre comme ça. Enfin, le livre a été... Ce sont des confidences. De gens qui ont parlé de moments, d'instants comme ça, qui sont restés dans leur tête, qui sont très ténus. Et qui sont beaux parce qu'ils sont ténus. Du coup, ils ne font jamais l'objet d'une recollection, même d'une identification. D'ailleurs, le nombre de gens qui traversent, enfin, qui aiment comme des sagouins, comme des hippopotames, en fait, qui sont incapables de s'arrêter sur une toute petite chose et de l'hypostasier en souvenir éternel. Bon, ça, c'est quand même une grande majorité. Mais il y a plein de gens, peut-être ici, qui ont comme ça en mémoire de petits gestes, des choses infimes, des petits sons, quelquefois extraordinairement anciens, et qui ont été les moments qui servent à définir pour eux le mot amour. En fait, c'est le contenu pour eux, le contenu vécu, le contenu vivant encore du mot amour. En fait, quand ils prononcent le mot amour, la matière de ce mot pour eux, ce sont ces moments et ces sons, enfin bref. Donc je continue, un autre fragment. Salut Gilles, je t'ai remercié plutôt de m'avoir présenté Emmanuel Pagano parce que j'ai commencé à lire Nous en nous. Et j'ai parlé de subjectif et tout ça, enfin bref. Mesdames et messieurs, Gilles Verdiani est dans la place. L'homme par qui les grandes rencontres arrivent. Donc, je lis le deuxième fragment. Il faut que je trouve un truc. Je vais faire un claquement de doigts. C'est ridicule. Non, c'est ridicule. Ça ne va pas du tout avec le livre. Chaque fois qu'il y a une étoile et on change de fragment, comment je fais? Je vais faire un signe. Je vais faire comme ça chaque fois qu'on change de fragment, d'accord? Il y a longtemps sans elle maintenant, je commence à m'habituer à la solitude, à la petite tristesse de 7 heures du soir. Mes parents avaient un verger qui était leur grande fierté et qui prenait tout leur temps libre. Ils s'en occupaient tôt avant d'aller au travail, dès qu'ils en rentraient, et parfois même après le dîner. Nous en profitions pour nous fréquenter en cachette dans ma chambre. Je pouvais voir le verger de ma fenêtre. Je vérifiais l'avancée des travaux de jardinage de mes parents entre de longs baisers. Les arbres étaient parfaitement alignés, presque rangés. Chaque arbre portait les fruits qui correspondaient à son nom, sans erreur possible, dans un ordre au cordeau, cerisier, pommier, abricotier, puis devant eux, poiriers, figuiers et prunets, niais, et devant eux encore, tout près de ma fenêtre, les rangées des arbustes, soutenus par des tuteurs et des fils de fer. Les milliers de framboises, de myrtilles, de groseilles parfumaient mes matins tardifs lorsque j'aérais ma chambre à la demande quotidienne et pressante de ma mère. Je me moquais de mes parents et de leur rigueur à toute épreuve. Ils auraient bien été capables de faire leur plantation par ordre alphabétique. Mais pendant que nous nous riions d'eux, à la faveur d'un câlin trop long, mon père nous a surpris, l'a chassé, m'a puni. Consigné dans ma chambre en plein mois d'août, pensive à ma fenêtre, je rêvassais en regardant le verger. J'espérais qu'il viendrait me délivrer. Il est venu la nuit suivante, j'ai entendu des bruits de branches. Il faisait très chaud, cela m'avait donné un prétexte pour laisser la fenêtre ouverte. Je le voyais trafiquer dans les arbres torse nu, il n'était pas seul.
Il m'a fait signe de me recoucher en m'envoyant un baiser de loin. Déçu, je me suis remise au lit. Aux premières lueurs du matin, je me suis précipitée à la fenêtre. Mon père était déjà au verger, immobilisé devant la métamorphose de ses fruitiers. Au pêcher, il y avait des poires, au poirier des abricots, lesquels avaient été remplacés par des prunes. Au prunier se balançaient des figues fraîches. Il avait travaillé à sa petite vengeance toute la nuit, avec l'aide de ses nombreux copains. Ils avaient cueilli tous les fruits et, chaque queue patiemment nouée à du fil de pêche, ils les avaient changés de place. Voilà. Les premiers fragments ont été atmosphériques et celui-là, il a une gueule sévère, je trouve. Bon, il est plus narratif, il y a un rebondissement, il y a une invention, et puis bon, bah, c'est censé s'être passé, quoi. Il y a eu 2 jeunes, et puis il y a eu un mec qui s'est fait chasser comme ça de la chambre et qui a fait ça. Il n'a pas foutu le feu au verger, quoi. Il n'a pas donné des coups de couteau dans les pneus de la voiture du père de son crush. Non, non, il a changé les fruits de place. C'est incroyable, hein? C'est beau. Si vous ne trouvez pas ça beau, eh ben, zappez, allez sur TF1. Oh, le mec, il est dans le mépris symbolique. Mais non, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Un jour, mon père m'a dit ça. Il m'a dit, les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'en fait, personne ne les déteste. Des gens comme ça qui se prennent la tête. On est détesté par personne. Ce à quoi on est en but en traversant la vie, c'est l'indifférence. Tout le monde se fout de tout le monde, en fait. D'une certaine manière, ce serait extraordinaire qu'on soit détesté. Tiens, là, on se croirait dans un commissariat. Et alors là, vous vous dites, mais pourquoi il parle autant, là? Il a dit qu'il lisait, pourquoi il parle autant? Eh bien, voyez-vous, je fais la même chose, enfin, d'une autre manière que Madame de Lafayette. On dirait un gangster, là, ça me fait des... Je fais la même chose que Madame de Lafayette. Madame de Lafayette, à l'époque, au XVIIe siècle, on ne souhaitait pas être lu par un maximum de gens. Hein. C'était pas du tout le trip. Hein. Au contraire, on voulait être lu par les élus. C'était l'idéal aristocratique, quoi. Et donc, au début de La Princesse de Clèves, il y a 10 pages de généalogie impossibles à lire, qui sont faites pour dégoûter les lecteurs qui ne méritent pas le livre. Comme un donjon illisible d'ennui. Et quand on a passé ce donjon, on arrive véritablement à La Princesse de Clèves, en fait. Mais il faut le traverser. Et il arrête 97-98% des lecteurs de La Princesse de Clèves qui après disent « Oui, oui, je l'ai lu ». En fait, ils ont regardé Wikipédia. Et du coup, après, ils sont surpris quand ils tombent sur des gens qui disent « Mon Dieu, c'est extraordinaire, La Princesse de Clèves ». Parce que ceux-là, eh ben, ils sont arrivés jusqu'au début du roman, du vrai roman. Ils ont dépassé le donjon que Madame de Lafayette a mis devant le... Eh bien, moi, c'est pareil. Je n'ai un donjon de commentaires à la con, de chocolat, avant ma lecture de Nous en nous d'Emmanuel Pagano. Parce que j'estime qu'il faut que ce soit mérité, en fait. Putain, le type, comme il s'y croit. Non, mais bon, enfin, vous voyez l'esprit, quoi. J'aime pas être pressé. Là, tout est à l'arrêt, le monde est à l'arrêt. Vous voudriez que je me presse? Vous êtes pressé? Vous voulez cliquer un peu partout? Allez cliquer ailleurs. Donc je vous lis un autre fragment. Mon compagnon est accordéoniste. Il fait les bals, les mariages, les anniversaires, les départs en retraite, et parfois il accompagne les parlottes de soirées culturelles, lecture, poésie, découverte du terroir. Je l'ai rencontré au mariage de ma meilleure amie. Je m'ennuyais tellement que je m'étais mise à regarder les gens. J'ai toujours un livre dans mon sac, mais j'avais peur de paraître mal poli en le sortant. Alors je regardais les gens. Ils étaient tous si serrés, engoncés. Un seul ouvrait les bras, et c'était lui. Pour faire de la musique, il embrassait l'air, il accueillait le vide, il respirait à grands gestes. Je suis tombé dans l'ouverture de ses bras. Au sens propre, j'ai rempli ce creux, cette soufflerie, sa poitrine musicale.
Je voulais entendre les bruits de son large cœur, désordonné par le désir, rassemblé par l'accordéon. Ah, c'est bon ça. Emmanuel Pagano, nous. Voilà, c'est bon ça. Allez, là je fais le signe pour l'autre fragment, sinon on s'en sort pas. Comme j'avais les mains blessées, bandées pendant plusieurs jours, il m'a fait la toilette jusqu'au détail, jusqu'au nombril, au pli, jusqu'au coton-tige, à la caresse peignée du sourcil. Ah, il lui a même peigné les sourcils. Oh, ça devait être d'un érotisme. Ça faire la toilette de quelqu'un. Les couples. Là, les couples en confinement. Est-ce que vous avez pensé, en fait, à faire la toilette de l'un pendant que l'autre ne bouge pas, en fait? Intégrale. En s'interdisant, évidemment, que ça dégénère. Enfin, vous mettez au moins 1 heure de délai, quoi. Voilà, si vous faites un peu chier, il faut faire des trucs comme ça, un peu. Hein. Sinon, vous êtes mal barré. Hein. C'est là, vous allez descendre la colline très très vite. Hein. La colline du désir. C'est pour ça que quand on lit, en fait, ça donne des idées. Ça peut sauver des vies, sauver des amours. C'est pour ça qu'il faut lire des livres d'amour, en fait. Ça se cultive, la faculté d'aimer. Autre fragment. L'aimer, c'est m'inquiéter. L'air devient solide dans ma gorge. Mon ventre contient des objets qui pèsent. J'essaie de trouver des occupations pour mon corps, marcher, cuisiner, laver les sols et le linge. J'essaie de penser à des choses insignifiantes, de remplacer mon inquiétude pleine de lui, par de petites préoccupations légères, inoffensives. Mais il m'inquiète à la gorge, au ventre, dès que je m'arrête. Et mon corps alors me rappelle le poids, au ventre, à la gorge, ce poids qui est de l'aimer. Ouais, on a tous un moment ou un autre aimé comme ça. Ça finit toujours mal, hein, c'est de la merde ça. Alors, nouveau fragment. Je vais dire fragment seulement, pas nouveau. Parce que j'ai l'air d'un débile, là, on dirait la pub Raider. Non, je trouve qu'on dirait la pub Raider. Allez, fragment. Les policiers disaient qu'il s'agissait probablement d'une disparition volontaire. Je l'ai cherché de longs mois, si long qu'ils ont fini par faire quelques années. Et puis j'ai décidé d'arrêter. Je me suis mis à sortir de nouveau, à voir du monde. Je crois que je commençais à l'oublier. Un soir, rentré un peu plus tôt que d'habitude, j'ai allumé la télé. Je me suis à moitié endormi devant un reportage sur l'habitat alternatif, les yourtes, les tipis, les cabanes dans les arbres, les zones, toutes ces conneries d'écolos marginaux. Dans ce demi-sommeil, je l'ai vue. Elle sortait d'une hutte, toute crade et si belle. Je trouve ça triste, moi. Je trouve ça triste. Mais c'est beau encore. Hein. Et puis c'est différent d'Édouard. Hein. Là, on n'est plus à l'échelle de la phrase. On est à l'échelle du paragraphe. Là, c'est Stephen King. On est dans la brique initiale du roman et la phrase. Mais il n'y a que des briques, en fait. Et c'est pas vraiment un mur. Ce sont des briques alignées les unes à côté des autres. Elles n'ont pas été montées en mur. Édouard, c'était des phrases. C'était une autre échelle. Et bizarrement, il a fait un mur avec ses phrases. C'était un peu comme des brindilles. Le livre d'Édouard, ça ressemblait à un nid d'oiseau. Là, on a l'impression d'une installation d'art contemporain, avec des briques les unes à côté, toutes belles. Une autre gestion du module, en fait. Fragment. Il a sonné à ma porte, il vendait des calendriers. Devant un café, il m'a expliqué qu'il prépayait le produit, mais que, bien entendu, il récupérait sur le fruit de sa vente les 25 ans. Les 25 ans qu'il avait avancés. J'ai ri du lapsus. C'était pourtant vrai. Il vendait du temps, et moi je n'étais déjà plus toute jeune. J'ai du mal à comprendre ce fragment. Je le comprendrai dans 5 ans quand je relirai le livre. Il n'aime pas les peaux de ce qu'il mange. Sa langue les repousse, ou ses doigts, avant de porter les chairs à la bouche. Il sort le boudin du boyau qu'il retient par les dents de la fourchette. Même les raisins, les figues sont dépiotés. Je me moque de sa délicatesse, mais je le regarde faire, mon amusement est léger, amoureux. Parfois, je sors les pulpes pour lui, je les dépose dans une coupelle, je me rince les doigts. Ça, c'est l'amour.
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Voilà, ça, c'est un geste d'amour. Hein? Tout le monde est obsédé par dire je t'aime, est-ce que l'autre dit je t'aime, etc. Rien à foutre. Et là, elle lui dépiote ses raisins, elle nettoie la pulpe et elle les lui donne. Mais c'est ça qui est. Lui, là, derrière, il n'a plus besoin qu'on lui dise. Elle n'a pas besoin de lui dire je t'aime. Vous voyez? Par rapport à l'autre fragment où la meuf est super inquiète en permanence, quoi, que ça la dévore. Bien, ça, ça ressemble à l'amour. L'autre là, ça ressemble à. Enfin, je sais pas, le fragment décrit plutôt l'état émotionnel d'une victime de pervers narcissique, si vous voulez mon avis. Alors, mon fils était invité cet après-midi à l'anniversaire du sien. Quand nous sommes arrivés, il gonflait les ballons. Il m'a offert un café en compagnie d'autres parents qui s'attardaient, puis il nous a chassés en nous demandant de revenir chercher nos gosses vers 5-6 heures. Mais oui, il se débrouillait très bien tout seul. Dans la voiture, repu de jeux et de bonbons, mon fils s'est assoupi. Les ballons qu'il a rapportés en souvenir flottent autour de lui. Je ne le réveille pas tout de suite quand nous arrivons. J'attrape un ballon, un gros ventru tout jaune. Je porte l'embouchure à ma bouche et je le dégonfle doucement en avalant l'air de lui qu'il contient. Alors là, je sais même pas si c'est ça, il faudrait inventer un autre mot que subtilité pour, je sais pas, elle arrive à attraper les papillons avec les doigts là, sans tuer le papillon et sans lui niquer les ailes. Hein? Emmanuel Pagano, c'est pas du pipi de chat, hein? En tout cas, j'admire ça parce que moi j'en suis incapable. En fait, j'admire ce que les gens font quand je suis incapable de le faire. Et si je suis capable de le faire, je rentre dans une comparaison, une course. Je ne suis pas dans l'admiration, je suis dans un truc un peu minable. Genre, moi aussi, je sais le faire, je vais te niquer. Ça, je sais pas le faire. Je ne saurais jamais le faire. Je suis content que quelqu'un d'autre le fasse. C'est très loin de moi et en même temps, ça me parle totalement. En fait, je vais abandonner. Je vais ni lire nouveau fragment, ni dire fragment, ni faire un geste de la main. Ok, je lis les fragments in extenso. Et quand je m'arrête, puis qu'après je reprends la lecture, ça veut dire qu'on est passé à un autre fragment, ok? On va convenir de ça entre nous. Nous en nous, Emmanuel Pagano. Là, je me suis tué, donc ça veut dire que c'est un nouveau fragment. Ok, c'est ça le code. Je l'ai explicité, mais c'était pour ceux qui n'avaient pas compris. Elle et moi, c'est une histoire d'attente depuis le début. C'est toujours moi qui attends. Je m'y suis habitué. Elle est toujours en retard. J'arrive à l'heure car je ne sais jamais de combien va être son retard. Parfois quelques minutes seulement, parfois plus, beaucoup, beaucoup plus. J'arrive à notre rendez-vous et je me dis maintenant, le retard va commencer. Je lis, j'ai toujours des livres pour son retard, mais c'est plus fort que moi. Au bout de quelques chapitres, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète pendant je ne sais combien de pages. Alors, on a la version masculine de l'autre fragment sur l'inquiétude là. Hein, les princes et les princesses qui arrivent en retard. Moi, je comprends pas les gens qui restent dans ces relations. Enfin, si, je comprends, ça m'est arrivé. Mais ça ne m'arrivera plus. Parce que l'amour, c'est bien, mais l'amour sans respect. Tous ceux qui exigent pour vous aimer que vous vous dépouilliez de votre amour propre, il faut les baser en fait. On met du temps à comprendre. D'ailleurs, c'est pas transmissible comme expérience. Tout le monde doit se taper l'épreuve du feu. C'est dommage, hein? Parce que si c'était transmissible, facilement transmissible, sans regret, ce type d'attitude n'aurait plus lieu. En tout cas,
pense qu'on a compris ma haine pure et dure des amants qui inquiètent leur partenaire. En plus, si on la ramène en disant mais tu m'as inquiété, gna gna gna, c'est bon, j'ai juste 45 minutes de retard. Ça va, oh là là. Les relations de merde. Ouais. Enfin bon, la plupart du temps ça tient parce qu'on est soit tenu par la bite, soit crocheté par la chatte. Enfin, c'est comme ça que ça tient en fait. Hein. Parce que sinon, on a déjà tout compris. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il y a des bites en état de fonctionnement à tous les coins de rue et il y a des chattes de partout, en fait. Et on le perd de vue. C'est fou. Certaines personnes ont la faculté de nous faire perdre de vue qu'un vagin ou un pénis sont comment vous dire, les organes les plus courants qui soient, en fait. Il y en a de partout. Voilà. Donc il faut dézoomer et se rendre compte que dans une relation, s'il n'y a plus qu'un vagin ou un pénis, plus d'autres joyeusetés autour, en fait tout ceci est facilement remplaçable. Ça, c'est éminemment remplaçable. C'est les gens qui arrivent à l'heure, c'est les gens qui épluchent les raisins, c'est les gens qui caressent les joues, qui ne sont pas remplaçables. Ce sont ces gestes-là qui sont très difficilement remplaçables. Mais sinon, une petite chatte trempée ou une bite bien roide, ça se trouve à la douzaine. Il avait entamé sa vie d'adulte en mourant, comme beaucoup d'adolescents, mais lui n'avait jamais cessé. Il mourait souvent, tous les 2-3 ans, et rien ni personne n'avait jamais pu l'en empêcher. Il se ratait, se relevait, il en prenait goût à tout, rencontrait une nouvelle compagne. Parfois c'était la même, mais pour lui c'était une autre. Tout était toujours pour lui un renouveau. Il était alors, à chaque nouvelle vie, ouvertement joyeux. J'ai été une de ses nouvelles compagnes, la dernière. Pendant ses renaissances, il avait même eu des enfants, dont un avec moi, il était vivant. Et puis, sans que rien d'abord ne le laisse entrevoir, il mourait. Ses 4 enfants étaient en bonne santé, il l'aimait, je l'aimais, il avait un bon travail, tout allait bien, et soudain, voilà, il recommençait à mourir. Avant de renaître, comme neuf. On aurait presque pu croire qu'il changeait de peau, qu'il muait, s'il n'y avait eu toutes ces cicatrices, les traces de ses morts, à chaque fois plus nombreuses et profondes. Il n'avait jamais pris de médicaments. Il mourait toujours violemment. Il mourait à la corde, à la noyade, au fusil de chasse. L'avant-dernière fois avait emporté tout le bas de son visage. Et malgré tout, il s'était relevé souriant, sans menton. Voilà, on est page 15. On va s'arrêter là. C'était la première séance. Ça fait un moment que je ne l'avais pas lu. Et je ne me souvenais pas que c'était aussi bon, en fait. Hein, ça me fait quelque chose. Et moi, j'ai besoin de digérer, en fait, ce que je lis. J'ai besoin de le commenter, j'ai besoin de le digérer. Je ne peux pas lire, je ne suis pas un jockey au prix de Diane. Hein, ok? Voilà. Alors, là, non seulement la lumière ressemble à celle d'un commissariat, mais du coup, ma gueule ressemble à celle d'un criminel. Non, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Je ne suis pas coupable. Allez, on s'en fera une deuxième tranche demain. Emmanuel Pagano. Ah merde, il faut que je refasse là. Emmanuel Pagano, nous en nous. Incroyable. Si vous êtes nul en amour, incapable de. Si vous n'en sentez rien, si vous n'avez jamais frémi, si vous faites tamponner dans les toilettes de boîte de nuit, ou si vous êtes seul depuis trop longtemps, enfin que vous avez besoin de cours en fait, il ne faut pas profiter de l'abonnement premium Pornhub pendant le confinement, là, même si c'est sympa. Il faut lire. Il faut lire. Et entre autres, Emmanuel Pagano. Ça va vous apprendre plein de trucs, ça va
allez progresser, vous allez, dans l'échelle de l'humanité, vous allez souffrir aussi, évidemment. Mais il va se passer quelque chose.